Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube Trésor et Tempo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'une de mes meilleures passions, c'est la guerre. En fait, j'aime tellement les histoires d'horreur, j'aime tellement les scripts d'horreur, j'aime tellement les trucs qui sont super naturels. Ceux qui sont autour de moi le savent. En fait, je suis obsédée par ça. Et dernièrement, il y a des gens qui me posaient des questions concernant la Turquie. Quand j'étais en Turquie, il y avait une histoire qu'on racontait en classe. Et puis j'ai décidé de vous raconter. Ça passait même à la télé. Vraiment, c'est un truc vrai. C'est vrai, les gars. Et la majorité des Turcs connaissent cette histoire. Donc je vais un peu vous raconter cela puisque c'est Halloween. Et peut-être comme je suis née en période d'Halloween, c'est la raison pour laquelle j'aime tellement les histoires comme ça. Donc je vais commencer par vous raconter un peu cette histoire. Et puis vous allez me dire ici, est-ce que je raconte très bien? Vous voyez un peu. Je vais mettre quelques images d'illustrations que j'ai prises dans des chaînes de journaux turcs. Et puis, c'est le top du top. Vraiment, les âmes sensibles, abstenez-vous. Et s'il est déjà minuit chez vous, ne regardez pas cette histoire. Ok, 17 août 1997, un violent séisme frappe la Turquie. Le séisme était à 7,2 jusqu'à 7,6 sur l'échelle de Richter. Il y a eu plus de 17 000 morts et 23 000 blessés et plusieurs disparus. Je tiens à rappeler que même quand j'étais en Turquie, il y a eu des violents séismes. Et dernièrement, l'année passée, il y a encore eu des séismes en Turquie. On va continuer avec cette histoire. Il y a eu des milliers de personnes disparues et des gens qui se sont retrouvés sans logement. C'est l'un des pires séismes que le monde a déjà vécu depuis les 20 dernières années et que la Turquie a vécu depuis 1939. Le séisme veut aussi dire tremblement de terre. Dans les semaines qui vont suivre, le pays va aussi vivre certains petits tremblements de terre, des séismes, mais qui vont être plus petits, dont l'amplitude ne sera pas forte. Notre histoire commence avec Engin Aslan. Il est âgé entre 16 et 17 ans. Il n'aime pas trop l'école, il est un peu rebelle, renfermé sur lui-même. Et c'est la raison pour laquelle il ne s'entend pas trop bien avec sa famille et il est tout le temps dehors. Et le fait d'être dehors le pousse donc à rencontrer quelqu'un, un inconnu qui s'appelle Omer. Omer Çelik, c'est un jeune homme de 21 ans qui vient tout juste de sortir de l'armée. Je rappelle qu'en Turquie, les jeunes partent généralement à l'armée, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, Engin a rencontré Omer, qui est un jeune homme de 21 ans qui vient tout juste de sortir de l'armée. Il était vraiment renfermé sur lui-même également comme Engin. Et puis, il avait un passé tellement solitaire. Donc, il avait un peu une question de perte de confiance en lui. Quand il a rencontré Engin, Engin lui a permis de se développer, de pouvoir s'affirmer. Et c'est la raison pour laquelle il traînait beaucoup avec Engin. Un jour, pendant qu'ils étaient en train de prendre un pot dans un bar, Engin a avoué quelque chose à Omer. Engin lui a dit avoir vraiment une passion pour le satanisme. Il a commencé à raconter à Omer comment il a rencontré un membre en fait du satanisme dans un quartier appelé Otakoy en Turquie. Je connais très bien ce quartier, plus précisément à Istanbul, qui l'a initié dans le satanisme, qui l'a amené dans une église abandonnée. Et puis là-bas, ils ont formé un groupe de satanisme dans lequel ils égorgent des chatons. En fait, ils sacrifient des chatons. Déjà, à Istanbul, il y a tellement de chatons dans la rue. Mais à entendre qu'ils ont sacrifié des chatons, ça me fait un genre en fait parce que ce sont des êtres innocents. Pourquoi pas se tailler les veines avec le satanisme là et laisser les chatons en paix? Bon, bref, continuons. Du coup, Engin dit à Omer, et puis on sacrifie des chatons là-bas. Omer ne croyait pas en fait. Omer se disait, mais tiens, ce gars déjà, il a bu, il est en train de boire, et puis je viens de le rencontrer. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il me raconte là est vrai? Qu'est-ce qui me prouve que ce qu'il me raconte est vrai? Directement, Engin lui dit, je sais que tu ne me crois pas parce que il y a un djinn qui est en train de me dire que tu ne me crois pas. Du coup, même jusqu'alors, Omer ne le croyait pas. Vous voyez un peu. Il a raconté à Omer en disant comment, après avoir sacrifié des chatons, il est entré en contact avec un djinn. Et quelque temps après, il est entré en contact avec leur chef, qui est le Satan lui-même. Je tiens à rappeler que pour ceux qui ne connaissent pas, un djinn, c'est dans le monde musulman, dans le monde arabe,
c'est un peu comme pour dire soldat du diable. C'est-à-dire, il a rencontré le soldat du diable d'abord et après, il a rencontré le diable lui-même. C'est ce qu'il a raconté à Homer. Même jusqu'alors, il ne croyait pas. C'est là que Homer s'est dit, mais tiens, peut-être il est fou. Comment il peut me dire qu'il y a un djinn qui est en train de lui dire que je ne le crois pas? Jusqu'à là, Homer était toujours sur ses gardes. Mais pour prouver à Homer qu'il avait raison, il sort son téléphone et puis il montre, vraiment, il y avait ces photos-là, même quand je fréquentais en Turquie, il y avait ces photos-là. Les jeunes avaient ça dans leur téléphone. Moi, j'ai vu. Donc, il montre des photos à Homer. Il montre des photos de lui en train de manger les intestins des chatons. Il montre des photos de lui avec les chatons dont on a coupé la tête et puis il est en train de boire du sang. Il montre des photos des pentagones. Je vais vous montrer un peu un exemple. Des pentagones avec une femme nue à l'intérieur du pentagone et avec des hommes autour du pentagone qui ont porté des capuches noires. Il lui montre des photos ainsi. Et puis Homer commence à croire. Puisque Homer avait envie de se prouver à lui-même qu'il n'est pas renfermé, qu'il n'est pas solitaire, il saute sur l'occasion et puis il dit à Engin, ouais, j'ai envie que tu m'inities dans le satanisme, j'ai envie de goûter à ça. Mais même jusqu'alors, comme Homer a dit qu'il veut vraiment être initié également dans ce satanisme, il était toujours sur ses gardes. Il a donc dit à Engin, amène-moi dans cette église et puis je vais voir de mes yeux. Avant de continuer avec l'histoire, je vous présente un nouveau personnage qui s'appelle Gülşah. Bon, déjà, Gülşah, c'est le nom de ma prof, celle qui m'a appris la langue turque, mais bon, aucun rapport. Donc, elle s'appelle Gülşah. C'est une fille de 19 ans. Et puis bon, vous savez, Engin, c'était une personne. Dans son cercle d'amis, il était toujours celui-là qu'on écoutait tellement. Malgré qu'il était entre 16 et 17 ans, il avait toujours le mindset élevé. Genre, il disait toujours à ses amis que j'ai rencontré le diable. Les gens ne le croyaient pas, mais il avait le sens d'un leader en fait. C'est la raison pour laquelle les gens l'écoutaient beaucoup. Bon, comment est-ce qu'il a rencontré Gülşah? Il a rencontré Gülşah dans la rue, toujours dans la rue de Ortaköy. Elle était assise et puis tellement triste. Du coup, il a rencontré Gülşah et puis il a toujours ramené dans un café, cette fois-ci dans un café. Ils ont pris une tasse. Il a commencé à lui dire, non, j'ai rencontré le diable, j'ai rencontré les djinns et tout. Il y a une église de cette... En fait, il a repris la même histoire qu'il a fait avec Homer, avec Gülşah. Et puis Gülşah est tombée dans le panneau parce que déjà c'était une fille en surpoids qui ne s'assumait pas. Et quand elle a vu un garçon s'approcher d'elle, en fait, elle s'est sentie bien. Vous voyez un peu cette assurance. Elle a directement adhéré à cela. Du coup, Engin a donc invité Homer et Gülşah, eux deux, à l'église le même jour. Quand ils sont arrivés à l'église le lendemain, à cette fameuse église, bon, je ne vais pas dire église parce que moi, en tant que chrétienne, ça me vexe. Je ne vais pas dire église, mais c'était une église abandonnée à Istanbul, Ortaköy. Du coup, on va dire cet endroit-là. Bon, il les amène donc, il les donne donc rendez-vous à Homer et à Gülşah à cet endroit-là. Dès qu'ils arrivent à cet endroit, d'abord, le premier à arriver, c'est qui? C'est Homer. Engin amène donc Homer au centre de l'église et puis il prend une bougie au sol, il allume la bougie. Avant de réciter des incantations, il glisse un mot dans la main de Homer dont est écrit des langages que Homer ne comprend pas. Vous voyez un peu. Homer il se rend compte qu'il ne parvient pas à lire ce qui est écrit dessus. Il lui dit, non t'inquiète, arrête cela entre ta paume et puis laisse-moi faire des incantations. Du coup, Engin se met à faire des incantations dans une langue étrangère. Dès qu'il finit de faire, ça c'est ce que Homer explique à la fin de l'histoire quand ça recule sur eux. Dès que Engin se met à faire des incantations, après cela, il prend un chaton et puis il coupe la tête. Il enlève le sang du chaton, il met dans un plastique, dans un sac en plastique et puis il met à côté. Et puis il demande à Homer d'enlever son haut. Homer enlève son haut.
son haut qu'il avait. Du coup, il se retrouve torse nu. Engin prend le sang du chaton, il fait des traits entre son sourcil, il fait des traits sous ses yeux, et puis il fait des traits sur ses narines, et puis il fait un trait du menton jusqu'à son nombril. Dès qu'il finit de faire ce trait, il prend la bougie qu'il avait allumée, il met entre les mains de Homer, et puis il allume une autre bougie, il arrête. Il demande à Homer de le suivre. Eux deux, ils se mettent à descendre les escaliers d'un sous-sol. Dans ce sous-sol, il y a l'eau partout. C'est-à-dire que l'eau les arrive quasiment aux genoux. Dès qu'ils entrent dans cette pièce, et déjà cette pièce est noire, il n'y a pas de lumière. La seule chose qu'ils voient, c'est un mètre devant eux parce que la bougie est petite. Vous voyez un peu. Dès qu'ils entrent dans cette pièce, Engin dit à Homer que bon, moi je vais te laisser parce que ça c'est ton initiation qui commence. Homer lui dit, mais Engin, je veux savoir comment, si je suis initié. Il lui dit, quand tu seras initié, ta bougie va s'éteindre. Il dit, ok. Là, Engin ressort. Et puis Homer reste là, il regarde de gauche à droite. Et puis il a l'impression que quelqu'un est en train de s'approcher vers lui. Genre les pas de quelqu'un dans l'eau. Donc il voit comment l'eau est en train de se déformer dans le sens où un être humain est en train d'approcher. Mais il ne voit rien. C'est-à-dire c'est comme un esprit qui venait. Homer regarde, il se concentre, il regarde. Et puis il sent comment quelqu'un le pousse. Dès qu'il rentre quelque part en arrière, il sent un souffle dans ses oreilles. Et puis c'était pas la voix d'un homme ni d'une femme. Char, la voix de quelque chose d'inconnu. C'était ni féminin ni masculin. Cette voix lui dit, donc c'est toi. Il n'a rien dit. Parce que son souffle, il ne pouvait pas parler en fait. Déjà, il était glacé. Après cela, il regarde tout droit devant lui et il voit deux paires d'yeux rouges en train de le fixer. Subitement, il sent comment il a mal au bras et puis il regarde sur son bras comment est-ce que les traits d'un pentagone sont en train de se tracer sur son doigt. Les traits en feu sont en train de se tracer sur son doigt et puis il a mal, il crie, ah j'ai mal. Après quelques instants, quand ça finit de se tracer, il ne ressent plus rien. Directement qu'il ne ressent plus rien, sa bougie s'éteint. Il sort immédiatement de ce sous-sol. Il va dire à Engin, je suis initié. Il se met à rire. Il est content. Quelque temps après, Gulsha arrive. Gulsha est tellement excité de découvrir aussi de découvrir aussi ce sens de satanisme, d'être aussi initié. Dès qu'elle arrive déjà, Engin dit à Homer, c'est bon. Tu as ton dîne maintenant. Dès que Gulsha entre, Engin demande à Gulsha de se déshabiller complètement. Elle est là, elle est prête à risquer tout pour être connue, pour être vue et valorisée comme elle est. N'est-ce pas, elle se déshabille et puis elle entre dans le cercle, dans le centre du Pentagone. Engin et Homer mettent donc la capuche noire. Et puis, qu'est-ce que Engin fait? Même processus. Il coupe la tête du chat, il enlève le sang et puis il donne à Homer, je me dis même processus, c'est pas la même chose. Et puis il donne le sang à Homer de boire. Dès que Homer boit le sang, il commence à parler dans des langues différentes. Il commence à parler, à parler. Mais c'est pas le tu qu'il parlait. Il parlait dans une langue tellement différente, une langue inconnue. Il parle. Dès que Gulsha voit comment Homer était dans un état, Gulsha se met en transe. Déjà, elle a peur. Elle se dit, mais où est-ce que j'ai mis mes pieds? Elle a peur et puis elle s'évanouit. Dès qu'elle s'évanouit, dès qu'elle perd connaissance et elle se réveille, elle remarque que Homer et Engin sont assis dehors, hors de l'église, en train de prendre un pot de vin. Elle sort. Et puis, Engin dit, oui, tu es initié. Homer dit, viens donc, on célèbre cela ensemble.
Gulsha vient, ils célèbrent ensemble et puis elle est contente. Mais ça ne s'arrête pas là. Gulsha tellement contente d'être initiée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle raconte à tout le monde. Donc, dans tout son entourage, elle raconte comment elle a rencontré 2 hommes et puis ces hommes l'ont initiée dans du satanisme et puis ils ont égorgé un nouveau-né et ils ont mangé son cœur. C'est-à-dire les gars ne se sont pas limités à égorger les chatons. Ils ont décidé maintenant d'égorger les nouveaux-nés. Oh my God. Du coup, Gulsha racontait à tout le monde ce qui s'est passé. Et puis, avant de continuer, je reviens encore avec un nouveau personnage qui entre dans l'histoire. Maintenant, qui est Sheriban Joshkan Furak? C'est une jeune fille de 18 ans qui vient d'une famille de 8 fratries. C'est la 6e fille. C'est une fille très intelligente au lycée. Elle vient d'avoir son diplôme et elle est aussi qualifiée. En fait, elle a plusieurs médailles de course. C'est une athlète, vous voyez un peu. Sheriban a donc commencé un travail à temps passé. Puisqu'elle rentrait à la maison un peu plus tôt, elle a commencé à rentrer à la maison un peu plus tard parce qu'elle devait travailler. Après qu'elle ait fini le lycée, en fait, elle devait travailler. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'elle travaillait, elle a donc décidé également, puisqu'elle vient d'avoir son diplôme, d'enjoy un peu sa vie. Et elle a rencontré Engin. Oh my God. Elle a rencontré Engin, toujours dans le même bar avec Omer. Dès qu'elle a rencontré Engin, elle a commencé à traîner avec eux. Et un matin, Engin va dire à Omer, Omer, comme tu vois, maintenant, je crois que le grand Satan, parce que Engin avait dit à Omer que tu ne peux pas voir le grand Satan sans que moi je ne t'initie. Vous voyez un peu. Donc Engin était le seul qui a déjà eu à rencontrer le grand Satan. Et puis Omer avait juste son dîn et Gulsha avait également son dîn. Donc c'est Engin qui dirigeait tout, malgré qu'il était le plus jeune. Engin dit donc à Omer, pour que tu lèves le niveau, pour que on puisse avancer en fait dans la chose. Je crois que le grand Satan est en train de me demander de sacrifier maintenant plutôt une personne, genre une femme. Qu'est-ce qui se passe donc? Le groupe qui est composé de Engin, d'Omer, de Gulsha et de Sheriban décide donc de se voir, de passer du temps ensemble. Et ce jour-là, il y a eu encore un tremblement de terre. Du coup, je vous ai dit au début déjà qu'il y a eu le plus grand tremblement de terre. Et puis après, les semaines après cela, il y avait maintenant des légers tremblements de terre. Ce jour-là, il y a eu un tremblement de terre et ils ont décidé d'aller à la plage. Comme ça, rien ne va les tomber dessus. Dès qu'ils finissent à la plage, ils décident d'aller en forêt. Ils achètent du vin, ils partent en forêt et puis ils se mettent à boire. À une certaine heure, quand la nuit tombe, puisque Sheriban était une fille pieuse qui rentrait chez elle, je tiens à rappeler qu'elle vient d'une famille de confession musulmane, mais elle est athée, c'est-à-dire elle ne croit pas. Vous voyez un peu. C'est même la raison pour laquelle Engin a pu le convaincre à marcher avec eux. Mais Sheriban n'était pas trop dans leur groupe de secte parce qu'elle ne voulait pas trop, mais elle marchait avec eux juste en tant que des amis. Elle a donc décidé de rentrer chez elle. Mais ils ont refusé qu'elle rentre. Engin lui dit, nous sommes le 13e jour du mois et vraiment c'est un jour qui porte malchance. Ensuite il dit, le Seigneur, son Seigneur, le Satan, a dit que puisqu'il y a tremblement de terre, il a besoin d'un sacrifice. Et puis il dit à Sheriban, le 6 c'est le chiffre préféré de notre Seigneur, Satan. Et puis, puisque tu es 6e de ta fratrie, il t'a choisi, toi. Directement, il bondit sur Sheriban, il se met à l'étrangler. Omer, à son tour, se met à mettre de violents coups de pied à Sheriban. Entre-temps, qu'est-ce que Gulsha fait? Gulsha est en train de la tenir pour qu'on puisse finir avec elle. Quelques instants après, Sheriban a rendu l'âme. Dès qu'elle a rendu l'âme, Omer a violé son corps. Omer a violé son corps à plusieurs reprises et dès que Engin a essayé de faire pareil, il n'y arrivait pas. Du coup, il s'est mis à donner des coups de poing et des coups de pied au corps de Sheriban. Et puis,
l'un parmi eux, peut-être c'était Engin ou bien Gülşah, a décidé qu'il faut enterrer le corps. Il y avait le cimetière d'Ortaköy qui était tout juste à côté d'eux. Ils sont allés là-bas, ils ont fait une tombe. Je tiens à rappeler que quand Engin était en train de l'étrangler, Ömer lui donnait les coups de pied, Gülşah lui tenait les pieds. Après, Ömer l'a poignardé à plusieurs reprises. Et puisque pour abuser de son corps, ils l'ont complètement déshabillé. Quand ils voulaient l'enterrer, ils ont remarqué que la tombe n'était pas assez profonde. Mais ils n'avaient pas assez de temps. Ils étaient en train de se presser. Ils n'ont pas eu le temps de bien creuser. Ils l'ont laissé là. Et puis ils ont mis ses habits sur elle. Ils sont partis. Ömer a jeté l'âme du crime dans l'eau qui est à côté du cimetière d'Ortaköy. Il y a une mer là-bas. Du coup, il a jeté l'âme du crime là-bas. Si ils avaient pris le temps de bien l'enterrer, peut-être on n'aurait jamais découvert son corps. Mais heureusement, son corps a été retrouvé quelques jours après le meurtre. Sinon, ça allait être comme... L'affaire Sheriban allait être une histoire genre de personnes disparues. La police doit d'abord chercher à identifier le corps. Puisqu'ils avaient enlevé tous ses documents personnels sur elle, elle était nue, il y avait ses habits à côté. Et puis, ils n'ont pas pu vraiment l'identifier. Ils ont tout simplement fait le rapprochement avec la déclaration de disparition que les parents de Sheriban ont fait. Et puis, ils ont su que c'était bel et bien le corps de Sheriban. La police doit donc lancer l'enquête. Et puis, ils vont chercher à connaître qu'est-ce qui a pu bien arriver à cette jeune fille pleine de vie. La famille Coşkun-Forak va donc dire à la police que leur fille Sheriban a l'habitude de fréquenter ce fameux bar qui est à Taksim. Taksim là, j'ai pris des photos à Taksim, il y a des photos de moi à Taksim. Bref, continuons avec l'histoire. Du coup, qu'est-ce que la police va faire? La police va se rendre sur les lieux et puis demander aux habitués du bar si est-ce qu'ils ont vu cette jeune fille. Quelques gens vont dire non. Et puis heureusement, il y a un monsieur qui va dire oui, je l'ai vu dernièrement en compagnie de Ömer et Engin. La police arrête donc en premier Ömer et puis ils se mettent à lui poser des tas de questions. Au début, Ömer essayait de tenir le coup, mais à la fin, il finit par craquer. Ce n'est qu'un jeune. Du coup, il a raconté à la police tout ce qui s'est passé. Sans oublier, il a mis tous ses amis, Engin et Gülşah. C'est-à-dire qu'il a raconté vraiment tout ce qui s'est passé. La police a donc arrêté immédiatement Engin et Gülşah. Du coup, il va donc dire où est-ce qu'il a jeté l'arme du crime. La police doit fouiller la mer et puis ils vont trouver le couteau qui bel et bien porte ses empreintes. À cette époque en Turquie, cette histoire était vraiment une première. C'était vraiment un premier meurtre satanique en Turquie, chose qui n'arrivait quasiment jamais. Vraiment, la population était sous le choc. Tout le monde était sous ses gardes. Je rappelle d'abord que la Turquie, c'est un pays en majorité musulmane. Bien comme les femmes turques généralement s'habillent très court. Mais bon, c'est en majorité musulmane et les gens sont vraiment croyants en Turquie. Du coup, on ne blague pas avec les dînes. Tout le monde y croyait. Et puis, la police, c'était la première fois de la police d'enquêter sur des histoires genre satanique et tout. Puisque c'était une première pour la police, ils ont commencé à mener des enquêtes plus approfondies parce que Ömer a bien dit il n'était pas seul. Engin a bien dit c'est quelqu'un qui l'a initié et cette personne a complètement disparu. Ce qui fait que ils ont mené des enquêtes, ils ont remarqué que Engin, Ömer et Gülşah avaient commencé à s'habiller en noir. Gülşah était devenue noire. Il suivait du rock, des musiques fortes, des musiques un peu trop violentes. Du coup, dans tout Istanbul, généralement, je peux me dire dans toute la Turquie, les parents étaient un peu tellement axés sur les enfants qui s'habillaient complètement en noir. Les parents étaient axés sur les enfants qui écoutaient du rock. Déjà qu'une jeune fille, qu'elle se mettait déjà à mettre des vernis noirs, sa mère ou bien son père, on lui disait déjà non, 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 arrête, arrête, parce qu'ils avaient peur qu'elle va aussi se lancer dans ce genre de choses. Donc c'était devenu une histoire vraiment terrifiante parce que c'était déjà une première en Turquie. Du coup, quand la police les a arrêtés, ils ont dit Engin, Ömer et Gülşah qu'ils ont sacrifié Sheriban parce que il y avait les séismes tout le temps et puis le diable a dit pour apaiser ma douleur, il faut sacrifier
un être humain. Donc, ils se sont dit, ils faisaient cela pour une bonne action. Oh my God, c'est pas possible. Et je tiens à vous rappeler que quand j'ai dit les gens qui écoutent du rock, les gens qui s'habillent en noir, ça ne veut pas dire que tout le monde, tous ceux qui s'habillent en noir, ou bien tous ceux qui écoutent du rock, ou bien tous ceux qui sont gothiques, ou bien tous ceux qui sont même sataniques. Il y a des gens qui sont sataniques et qui ne sont pas mauvais. C'est le thème qui va, donc je ne veux pas des commentaires de ce genre, s'il vous plaît. Donc après cela, ils leur ont jugé pour avoir diffamé le corps d'un mort, pour avoir tué quelqu'un. Ils ont jugé Engin, Gülşah et Ömer. Ils leur ont donné 24 ans de prison. Et après cela, il y a eu un rappel. Déjà, à la première sentence, les accusés n'étaient pas là. Quand ils ont fait un rappel, les accusés étaient là et la famille de la victime n'a pas... Mahkeme salonunda geniş güvenlik önlemi alan polis öldürülen genç kızın yakınlarını salonun dışına çıkardı. Evet, herkes boşalsın salon, boşalsın. Qu'est-ce qui se passe? Après 16 ans de prison, Engin, Gülşah et Ömer sortent. Et puis la famille était tellement fâchée parce qu'ils se disaient, mais bon, il y a l'une des sœurs de Sheriba qui a dit, ils sont sortis, ils ont la trentaine, ils peuvent se marier et faire des enfants. Et puis notre sœur, notre fille, vous l'avez tuée quand elle n'avait que 19 ans. La famille était tellement révoltée. Vous voyez un peu. Déjà, le père de Ömer ne voulait pas qu'il sorte de prison parce que il a dit que son fils mérite la peine de mort. Parce que déjà, il a voulu que son fils travaille. Avant même le meurtre, son fils, il l'a envoyé toujours balader. Son fils a même volé dans son lieu de travail. Et puis, c'est après le meurtre qu'il revient à la maison. Il dit, oui, j'ai vraiment pardonné moi et tout. Mais le père de Ömer ne voulait pas que son fils sorte. Il voulait la peine de mort. Chose qui n'était pas encore faite en ce moment en Turquie. Donc, déjà, quand ils sortent de prison, la famille tellement révoltée décide de demander une dette de sang. Quand vous perdez quelqu'un, vous avez le droit de demander à ce que les meurtriers vous dédommagent. Du coup, on a dit qu'ils vont payer une somme de 775 000 livres turcs, qui correspond à presque 60 000 euros. Et puis, puisque les trois étaient fauchés, ils venaient juste de sortir de prison, il n'y avait personne derrière eux. Engin et Ömer ont disparu dans la nature. Quant à Gülşah est allée s'exiler en Suisse. Et puis, elle s'est même mariée. Elle a accouché d'une fille. Et puis, comme elle ne pouvait pas retourner à Istanbul, elle était tout le temps en train de se plaindre que elle veut voir sa terre natale. Et elle ne peut pas retourner à Istanbul parce que si tu retournes à Istanbul et que tu as toujours cette dette à payer, tu vas retourner en prison. Elle demandait dans les doléances de la famille d'enlever cette dette sur elle parce que elle s'est soi-disant convertie, mais la famille a dit, toi tu vis ta vie, tu as ton enfant, nous on n'a pas notre fille. Dites-moi en commentaire si la famille a eu raison ou pas. Moi j'adore ce genre d'histoire et cette histoire m'a vraiment traumatisée quand j'étais en Turquie. Donc si vous avez aimé ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire et puis partagez surtout cette vidéo. Et dites-moi si vous aimez ce genre de truc, en fait, si vous aimez ce genre d'histoire un peu effrayante comme moi. Vraiment, prenez soin de vous, restez toujours prudents. On va dans ces prochaines vidéos. Bisous, bisous. Bye bye. C'est ici que je me suis collé. Mon amour, we die for ya. Kankwe, oh kankwe. Kumba watano fi swim me for ya.